Permettez-moi juste de commencer par un petit sondage. Qui, entre vous, a déjà eu la chance d'acheter un véhicule neuf? Vous pouvez lever la main. Qui d'entre vous a déjà utilisé un showroom en ligne ou un configurateur, pareil en ligne, pour préparer et rêver de son achat? Et enfin, qui a déjà acheté sa voiture en ligne? Une personne. Cette réponse, ce constat, c'est tout simplement l'illustration de l'enjeu de l'industrie automobile qu'on a essayé de résoudre aujourd'hui. Mais avant de parler du détail et de cette philosophie, je voudrais revenir sur quelques éléments de contexte. Il y a un secteur qui évolue depuis 10 ans, qui est en pleine révolution. Ça a commencé il y a 10 ans et qui va être probablement l'enjeu des prochaines 50 années. Je veux bien sûr parler de notre mobilité. On a vu apparaître il y a 10-15 ans les vélos en libre-service. Très vite sont arrivées les voitures et de nombreux acteurs. On a vu Uber, Wicar, Drivey, Cityscoot et récemment Lime par exemple. Autant de nouveaux acteurs qui sont venus apporter des nouveaux moyens de transport, mais aussi de nouveaux usages et des changements de comportement, changements de nos comportements à l'égard des moyens de locomotion, dont un qui est fondamental pour les industriels, qui est tout simplement notre détachement à ce besoin de propriété d'un moyen de locomotion. Au-delà de cet enjeu comportemental, notre mobilité est face également à d'autres enjeux, et j'entends par là les enjeux environnementaux. On n'a jamais autant parlé du climat qu'aujourd'hui, avec une vraie sensibilisation, avec un vrai besoin de passer à une mobilité décarbonée. On voit une vraie prise de conscience, et toujours pareil, pour les industriels, des nouvelles réglementations, des nouveaux quotas, des directives qui leur imposent de revoir leur copie. Et enfin, troisième enjeu important, des enjeux technologiques. On ne construit pas aujourd'hui un vélo, une voiture ou un train comme elle les construisait il y a ne serait-ce que 10 ans. Aujourd'hui, ce qui nous transporte doit être connecté, intelligent et demain 100% autonome. Le problème, c'est qu'avec cette révolution technologique, ça met au même plan, sur le même marché, des acteurs qui sont nés avec cette révolution et des acteurs historiques, centenaires, qui doivent se réinventer. Et au milieu de ces transformations, de ces bouleversements, de ces nouveaux usages, ces nouveaux codes, il y a la voiture, avec ses constructeurs. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles font partie de ces acteurs centenaires et historiques qui doivent redoubler d'efforts pour rester vivants, pour continuer à vivre, à exister et surtout continuer à vendre des voitures. Quand on voit qu'aujourd'hui, quasi 100% des véhicules vendus ont commencé par un parcours online, que la fréquentation des concessions a été divisée par 4 en ne serait-ce que 15 ans, mais ce qui n'a pas changé, c'est que pour acheter une voiture, on fait un essai, on signe un bon de commande en concession et on nous remet le clé en main propre. La seule différence, c'est que le client passe la porte de la concession pour voir un seul modèle, il connaît quasiment tout, il a tout comparé, il vient voir un vendeur qui, malheureusement, connaît très peu de choses sur lui. Et ma question, Gaëtan, c'est de savoir est-ce que tu partages ce constat et quel est ton rôle au sein de PSA? Okay. Effectivement, je partage l'ensemble des constats que tu fais. Et l'un des plus forts, c'est notamment le fait que les halls des concessions se vident aujourd'hui. Et donc notre rôle, nous, au sein du marketing, c'est vraiment de générer du trafic en concession, de faire en sorte que les gens aient envie de venir dans nos concessions pour acheter des voitures. Alors, historiquement, ce qu'on faisait pour générer ce trafic, c'était de répondre à l'ensemble des besoins des internautes en créant une galaxie de sites internet. Chez nous, on a créé un site qui permet de faire une estimation de reprise de son véhicule, un autre qui permet de mettre en avant le stock des concessions, un autre encore qui permet de montrer les prix remisés, le prix auquel va réellement acheter le client sa voiture. Et voilà, je pense qu'on a mappé à peu près l'ensemble des besoins de nos clients. Et on se rend compte que malgré cela, seulement 10%
des personnes qui vont acheter, 10% de nos acheteurs qui vont acheter un véhicule, ont rempli un formulaire en ligne. Donc ça veut dire que 90% de nos acheteurs ont fait le choix d'aller directement en concession. Donc, partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on soit plus proactif, qu'on puisse se donner les moyens de communiquer avec ces personnes pour ne pas les laisser filer à la concurrence. Et donc, on a réfléchi un petit peu à ce qui était possible de faire. Et on a fait 2 constats. Le premier, c'était: est-ce qu'il est possible de proposer un parcours entièrement logué qui nous permettrait de reconnaître 100% de notre trafic? Et honnêtement, dans notre industrie, ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué. Et je pense qu'on aurait créé beaucoup d'insatisfaction et perdu une bonne partie de notre audience. Et donc voilà, on a mis de côté tout de suite cette solution. On a regardé ce qu'il était possible de faire avec nos outils internes, puisqu'on est doté d'une DMP chez Peugeot. Et on s'est vite rendu compte que l'onboarding naturel, enfin, les outils qu'on avait en interne ne nous permettaient pas d'avoir un reach suffisant pour avoir un réel impact sur le business. Donc on a été quelque part contraint de se tourner vers les solutions du marché, et donc on a affiné un petit peu notre besoin pour vraiment faire le meilleur choix possible. Et donc on a défini 3 besoins prioritaires. Le premier, c'est le besoin de reconnaissance dès la première visite. Pour nous, ça nous paraissait extrêmement important de pouvoir reconnaître les personnes dès la première visite pour adapter nos contenus tout de suite, proposer une expérience utilisateur qui soit vraiment sans couture et voilà, générer de l'attachement à la marque et l'envie d'aller plus loin dans le parcours. Le deuxième besoin, c'était bien sûr d'avoir un reach suffisant pour avoir un réel impact sur le business, chose qu'on n'avait pas avec nos outils internes. Il fallait vraiment qu'on ait un partenaire qui puisse nous aider à avoir un reach qui soit intéressant d'un point de vue business. Et le troisième besoin, ça a été de pouvoir mettre en place une mesure de nos dispositifs marketing. Au-delà des use cases qu'on allait mettre en œuvre, c'était vraiment de pouvoir reconnaître le maximum de personnes et de pouvoir suivre s'ils allaient transformer ou non dans nos points de vente, s'ils allaient réellement passer commande chez nous. Donc voilà, c'est vraiment les 3 drivers qui nous ont animés pour le choix de notre partenaire. Et donc, c'est l'Irom qu'on a choisi. Et je laisse Nicolas vous parler de la solution. Alors, la solution qui a été retenue, c'est l'Identity Resolution. L'Identity Resolution, c'est une solution technologique qui finalement répond à des problématiques de quasiment tous les annonceurs de résolution d'identité. Vous avez tous collecté depuis des années à travers vos programmes CRM, vos programmes de fidélité, de prospection, un nombre incalculable de données froides, structurées, des données de contactabilité, et à côté, un nombre incalculable de points de contact digitaux qui appartiennent bien souvent à des devices, à des bases de données, à des canaux, et même parfois des équipes différentes au sein d'une même entreprise. Et la promesse de l'Identity Resolution, c'est justement de réconcilier l'ensemble de ces points de contact d'un individu autour d'un seul et même identifiant qui va être sécurisé, qui va être persistant dans le temps et qui va surtout être reconnu et activable sur l'ensemble de votre écosystème. On parle beaucoup de l'Identity Resolution pour des use cases assez simples médias, le fait de pouvoir reconnaître un client dans sa base CRM et le toucher sur des environnements programmatiques ou réseaux sociaux. Mais l'Identity Resolution permet également d'exploiter cette réconciliation on-off pour des médias plus traditionnels, des médias CRM, avec par exemple le call center, le publipostage ou encore l'email marketing par exemple. Justement, nous, c'est sur ce canal, l'email marketing, qu'on a décidé de monter notre premier use case, que je vais vous décrire rapidement ici. Donc, par le biais justement de l'Identity Resolution, on a réconcilié nos données on et off, ce qui nous a permis de monter un scoring maison avec des règles de gestion métier dans lequel on croit vraiment et qui nous permet donc d'avoir un niveau d'engagement des personnes, de pouvoir savoir à quel endroit elles se trouvent dans son parcours. Donc c'est sur la base de ce score qu'on déclenche ou non une communication email. Et donc si on fait le choix de faire partir cette communication, on va la personnaliser avec le véhicule qui intéresse le plus la personne en fonction de ce qu'on a pu remarquer sur le digital. Et bien sûr, on va proposer des redirections, un parcours adapté à son niveau d'engagement. Concrètement, une personne qui est scorée plutôt froide, on va lui proposer
de commencer ou de finir une configuration, alors qu'une personne très engagée, scorée chaude, on va lui proposer d'aller consulter directement nos offres, de regarder quels sont les prix remisés auxquels il pourrait prétendre pour justement déclencher le passage en concession et l'envie de passer la porte de la concession. L'objectif de ces campagnes, vous l'avez compris, c'est pas de générer du lead. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment améliorer l'expérience client et rester dans l'esprit de nos internautes, de nos prospects, pour vraiment rester en haut de leur shopping list et déclencher l'envie de passer dans nos concessions plutôt que dans celles des concurrents. Merci Gaëtan. Alors le forum, on parle beaucoup d'innovation, de concepts, de futur. Est-ce qu'on peut parler un peu de concret? Est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience de ce cas d'usage mis en place depuis maintenant quelques mois? Alors, ce cas d'usage, notre partenariat, on l'a commencé en début 2019. Contrairement à ce qu'on a dit juste avant, on n'a pas eu de problème de mise en place, tout s'est très bien passé, ça a été très vite. Donc on a commencé début 2019 et rapidement on a eu de très bons résultats. On a constaté qu'on arrivait à reconnaître en moyenne 8000 personnes par jour sur notre écosystème. Et aujourd'hui, je peux vous donner la projection en termes de ventes à fin 2019, elle est de 1200 ventes additionnelles. On parle de 1200 voitures et on parle surtout de ventes additionnelles, de ventes supplémentaires générées par le use case. C'est vraiment important, ce n'est pas les ventes directes liées aux campagnes qu'on met en place. Donc c'est un vrai use case qui fonctionne très bien, on en est très content. Et au-delà de ça, on a appris encore beaucoup de choses grâce à cette solution. On s'est rendu compte, alors qu'on ne le soupçonnait absolument pas, qu'on mettait de côté une bonne partie de notre audience. On ne contacte aujourd'hui que 50% des personnes qu'on arrive à reconnaître. Ce qui veut dire qu'il y a encore un réel potentiel d'extension des use cases pour pouvoir proposer des messages plus pertinents, peut-être être aux véhicules d'occasion, à la prévente ou encore à d'autres métiers. Et également, juste pour maximiser encore ce niveau de contact, ce qu'on souhaite faire, c'est pour les personnes qui nous ont pas laissé d'email ou pour lesquels on n'a pas d'opt-in, on souhaite pouvoir les réadresser sur des canaux comme le téléphone ou le courrier. Merci Gaëtan. Et surtout, c'est que le partenariat entre PSA et LiveRamp ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a décidé de les accompagner également sur les autres marques du groupe, sur les autres pays, mais également grâce à l'offre de LiveRamp TV, de pouvoir à terme aider PSA à personnaliser et à mesurer l'impact des campagnes sur la télé adressée. Merci Gaëtan et merci à vous. Merci.